Dans notre culture, les gens ont des expériences paranormales. Ça, je pense qu'il n'y a pas de controverse là-dessus, il y a un consensus. Et les études montrent que c'est à peu près entre une personne sur 2 et une personne sur 3, on va dire. Ce qui est énorme. C'est énorme. Et c'est ça qui est très surprenant. Comment se fait-il que des expériences qui soient aussi répandues aient été l'objet d'aussi peu de travaux académiques ? Donc c'est ça qu'à un moment donné, moi je me suis dit, mais là il y a un continent inexploré. Alors il y a des travaux quand même, il y a une communauté de chercheurs, de psychologues, de philosophes depuis le début du XXe siècle qui travaillent là-dessus, mais c'est quand même des milieux académiques qui sont très restreints. Donc il y a une réalité subjective, là il n'y a pas de question là-dessus, c'est-à-dire il y a des gens qui ont tous les jours en France ces expériences paranormales. Et il y a un autre élément qui est intéressant, c'est que la moitié des gens vivent bien ces expériences, ils sont plutôt contents de les avoir. L'exemple typique, c'est les sorties hors du corps. Il y a plein de gens qui vivent des expériences de sortie hors du corps, ils en sont très contents. Et d'ailleurs, les expériences de sortie hors du corps sont plutôt une corrélation positive avec le bien-être psychologique, ce qui est intéressant. Et puis il y a des gens qui vivent pas très bien ces expériences, qui sont en difficulté et qui vont être dans un état, comme disait le psychiatre John Mack, dans un état de choc ontologique. C'est-à-dire qu'elles sont confrontées à une expérience qui ne colle pas avec leur modèle de la réalité. Et ça crée une sorte de brèche. Et cette brèche se traduit parfois par une fragilité psychologique. Et c'est là qu'il faut pouvoir aider ces personnes. Donc voilà, une personne sur 2, une personne sur 3 a des expériences paranormales. Et parmi ces personnes-là, une sur 2 est en difficulté ou au contraire trouve que cette expérience est positive. Donc ça c'est une réalité, voilà, c'est un premier niveau de réalité et ce que j'essaie d'expliquer dans l'ouvrage, c'est comment on explique du coup l'émergence de ces expériences, quel contexte psychologique et quel sens elles ont et qu'est-ce qu'il faut en faire. Je vais vous poser une question auquel vous répondez en détail sur 300 pages. Quand une personne sur 2 vit une expérience paranormale, c'est parce qu'une personne sur 2 est folle ou est-ce qu'une personne sur 2 vit quelque chose de réel ? Alors, ça, c'est les dichotomies classiques de la manière dont, dans la société occidentale, et notamment en France, on aborde ces questions. C'est-à-dire, est-ce que je suis fou ou est-ce que ça existe ? Et donc, je dirais que les vraies questions sont au-delà ou en deçà, finalement, de ça. Et on a là pas mal d'éléments déjà de la recherche. Donc, premier élément, il n'y a pas de corrélation directe, par exemple, entre l'intelligence, la psychopathologie et les expériences exceptionnelles. C'est-à-dire que les gens qui vivent des expériences paranormales n'ont pas un quotient intellectuel moins élevé ou plus élevé. C'est quand même important de le dire, parce que des fois on imagine ça. Les gens qui auraient ces expériences-là, ils ne sont pas très intelligents, ils ne sont pas très malins, c'est pour ça ils ont des illusions, voilà. Donc ça, c'est pas du tout confirmé par la littérature. Et puis, le deuxième élément, c'est effectivement, ces gens qui ont ces expériences paranormales, ils sont fous. Bon. Et là, pareil, la littérature montre que ce n'est pas le cas du tout. Et qu'en fait, quand on fait, par exemple, des échelles de santé mentale, et on fait des corrélations avec des populations qui ont des expériences paranormales, on ne trouve pas de corrélation. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce qu'il y a une hétérogénéité des expériences, et il y a une très grande hétérogénéité des profils psychologiques des gens. Donc il y a des personnes qui vont avoir des expériences qu'elles vont qualifier de paranormales dans un contexte psychopathologique. L'exemple le plus classique, en psychiatrie, ce sont des personnes qui font des décompensations psychotiques, souvent plutôt dans le champ de la schizophrénie, qui pensent d'être influencés par des voix ou des êtres, d'avoir des influences télépathiques, et qui vont parler de télépathie. Et cette télépathie-là, c'est quasiment un symptôme diagnostique de la schizophrénie. Donc là, on est vraiment dans le champ de la psychopathologie. Et le risque, le problème, notamment du point de vue des psychiatres, c'est parfois de considérer du coup que toute expérience de télépathie serait de ce registre-là. Or, ces expériences de télépathie qu'on va trouver dans un contexte psychopathologique schizophrénique, c'est une toute petite partie des expériences de télépathie. Et la plupart des gens, ils n'ont pas du tout de facteurs psychopathologiques associés. Donc là, je prends cet exemple pour la télépathie, mais c'est vrai pour l'ensemble des expériences exceptionnelles ou paranormales. Parce que pour parler de la télépathie, vous citez Freud notamment, qui à la fin de sa vie est tout à fait dans la reconnaissance de la réalité de ce phénomène. Vous dites même que 23 prix Nobel reconnaissent la réalité de ce phénomène, donc on est très très loin de quelque chose qui est juste... Et oui, mais ça c'est très important de le dire, effectivement. C'est-à-dire qu'il y a cette idée que... oui, il faudrait avoir des drôles d'idées pour s'intéresser au paranormal ou être dans le champ de la psychopathologie. Et en fait, quand on regarde dans le détail, il y a eu effectivement plus de 23 prix Nobel, et non des moindres, qui se sont intéressés à ces questions et qui sérieusement se sont posé la question de
est-ce que derrière ces expériences, derrière ces interactions non ordinaires avec l'environnement, parce que c'est comme ça que j'ai proposé de les qualifier, ces expériences paranormales, c'est une interaction non ordinaire ou extraordinaire avec l'environnement, est-ce que certaines de ces interactions, parfois, questionnent je dirais, les coordonnées de l'espace-temps dans lequel on évolue?